Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde et bienvenue à notre émission Un Rendez-vous Nature. Ici Ernie Wells, pas fâché du tout de tourner le dos au mois le plus long de l'hiver, qui semble interminable avec ses 31 jours cette année, et pendant lesquels nous avons vécu des fois rarement ressentis. Il était temps, comme on dit, de passer au mois de février, qui est le mois le plus court de l'année, le seul mois à compter moins de 30 jours. Février compte généralement 28 jours, sauf lors des années bissextiles, où il en compte 29. Alors, à tous les motoneigistes, pratiquez votre sport, faites attention si vous avez à passer sur des cours d'eau. Même si c'est gelé, il y a toujours des endroits où l'eau est plus chaude et les risques de défoncer sont toujours présents. Et cette semaine, à Rendez-vous Nature, les 20 000 Québécois qui rêvent chaque année de posséder un chalet en forêt publique devront dire adieu à leur espoir. Québec annule en catimini la tradition annuelle des tirages au sort. Le président du regroupement des locataires de terre publique, Arthur Fortin. Avec 92% du territoire du Québec qui est composé de terres publiques, qu'on ne soit pas capable de trouver 70 terrains sur lesquels on pourrait accommoder la grande demande auquel vous avez fait référence tout à l'heure, le pouvoir d'investir sur un terrain, parce que ça crée des retombées économiques importantes. Un chasseur a réalisé un projet faunique spectaculaire pour donner un meilleur habitat aux dainos sauvages et aux autres espèces fauniques. Son projet, devenu réalité, est qualifié comme étant le meilleur habitat pour le dainon sauvage. L'homme qui a planté 16 000 arbres, Sylvain Cardinal. Pour justement le poisson, la sauvagine, belle reproduction de sauvagine maintenant. Les butards, les hérons, panoplie de canards, des visons. J'ai même eu une année 6 loutres qui se promenaient d'étang en étang, ils ont fait une rosia là-dedans. Puis des castors, bien entendu, là, ça profite à toute la faune. Les trompes de chasse nous appellent au bref de la semaine et en juillet 2024, Québec fermait en catimini le sous-bureau régional de la faune de Grande-Vallée. Le bail était venu à échéance et n'a pas été renouvelé. Et là, Québec persiste et signe encore une autre fois et ferme le bureau des agents de la faune de Matagami, même si la ville de Matagami s'oppose à cette fermeture et à toute réduction des services des agents de protection de la faune sur son territoire. Et dans ce cas aussi, la Société québécoise d'infrastructure a décidé de ne pas renouveler le bail du local de la faune de Matagami qui vient à échéance en janvier 2026. Et en plus de la ville de Matagami, bien, le syndicat des agents de la faune du Québec et la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs s'opposent à cette fermeture. Un manque d'agents expliquerait cette raison de fermer le bureau de Matagami. Il peut arriver peut-être qu'un ou deux agents vont aller faire un petit tour de temps en temps à Matagami, déplore le président du syndicat des agents de la faune, Martin Perrault. Matagami est la porte d'entrée pour monter vers Radisson, un village de la municipalité québécoise de la baie James, dans la région administrative du nord du Québec. Et là, il n'y aura plus d'agents de la faune non plus. Et ces fermetures de bureaux de la faune surviennent alors que les agents de protection de la faune ont obtenu leur permanence l'an dernier et que leur travail maintenant n'est plus saisonnier. Et pourtant, il n'y a plus assez d'agents pour combler des postes et maintenir des bureaux ouverts. Les adeptes de la pêche blanche pourront pratiquer du 5 au 9 février 2025 la pêche sportive au lac des Sœurs dans la municipalité de Val-d'Or en Abitibi. Durant ces 5 jours de pêche, la limite de possession est de 3 ombres de fontaine. En tout, et pour les autres espèces, eh bien, ce sont les limites de prise et de possession de la zone 13 ouest qui s'appliquent. Quelques 2500 travailleurs syndiqués de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, devront se prononcer ce mois-ci en février et peut-être même aussi en mars sur des moyens de pression
et allant même jusqu'à la grève générale illimitée pour renouveler leur convention collective de travail. Ces travailleurs sont membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, qui représente aussi les syndiqués de la réserve phonique de Port-Cartier et de CEPAC Anticosti. Heureusement, on est encore loin de l'ouverture des réserves phoniques, campings, centres touristiques et autres, et il me semble qu'on a encore le temps de s'entendre avant la reprise des activités printanières et estivales. À propos des activités de pêche, de chasse, de camping et de plein air, eh bien, profitez-en en fin de semaine pour passer au 2e salon plein air chasse, pêche et camping de Saint-Hyacinthe. Là-bas, c'est l'été, alors profitez-en. Et l'événement se tient les 31 janvier, 1er et 2 février. Et découvrez les nouveautés passionnantes, des exposants de renom sont sur place. Il y a toutes sortes d'attractions inédites qui célèbrent le plein air sous toutes ses formes. Avis aux trappeurs actuels et ceux en devenir, le souper bénéfice de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec aura lieu le 22 février au centre des congrès du Delta Hotel au Mont-Sainte-Anne. Les prix Jean-Claude Racine et Pierre-Esprit Radisson seront remis. Il y aura aussi un encamp crié par le président de la Fédération des trappeurs, Claude Gagnon. Pour plus d'informations, suivez en ligne le lien Congrès FTGQ 2025, _FTGQ. Comme à chaque année, en février, le temps est venu du regroupement de locataires de terre publique, le RLTP, de tenir ses assemblées annuelles. Pour rejoindre le plus de membres ou de sympathisants possible, le RLTP propose 2 options. La première, assister aux assises en présentiel, et le second, bonne idée, assister de chez vous, dans votre salon, devant votre ordinateur, à l'une des réunions. Pour plus de détails, allez en ligne à l'adresse rltp.qc.ca. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, je vous parle de l'annulation du tirage au sort 2025 pour l'attribution des terrains de villégiature dans la forêt publique du Québec. Ça enlève à 20 000 Québécois par année le rêve de posséder leur petit coin de paradis en forêt. Demeurez avec moi de retour dans quelques minutes. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Fonde du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources phoniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires phoniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.boc-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature,
Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Les Québécois qui rêvaient un jour où ils pourraient avoir leur petit coin de paradis en forêt publique, devront continuer de rêver. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts annule le tirage au sort de l'automne 2025 pour normalement attribuer des terrains de villégiature sur les terres publiques des Québécois, donc empêche les Québécois d'accéder à leur propre forêt. Les 20 000 Québécois qui participent en moyenne à chaque année au tirage au sort pour un terrain s'en font passer une petite vite, comme on dit, par un ministère qui prend un break d'1 an, on ne sait pas si ça va durer plus longtemps, pour concentrer ses énergies, semble-t-il, dans la réalisation de plans régionaux de développement du territoire public. Le président du regroupement des locataires de terres publiques, le RLTP, Arthur Fortin, est étonné, sidéré, choqué, mettez-en. Monsieur Fortin, qu'est-ce qui vous met dans tous ces états? Vous avez fait une bonne introduction sur le sujet. On est d'abord étonné du moratoire qui est annoncé pour 2025 parce que ça nous est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas eu de consultation là-dessus. On n'a pas été averti non plus officiellement. On a su cette nouvelle-là par le biais des MRC, qui sont les MRC délégataires, qui elles-mêmes s'y attendaient vraiment pas. Après avoir pris contact avec les MRC, il y a déjà du travail qui avait été fait sur les terrains de 2025. Alors, on est donc étonné que ça soit arrivé comme un cheveu sur la soupe comme ça. Et on est un peu choqué aussi parce que, vous savez, au RLTP, notre objectif, c'est faire en sorte que les Québécois aient accès aux terres publiques du Québec, tout en respectant naturellement toutes les contraintes là, au niveau de l'occupation et y accéder à des coûts qui sont aussi raisonnables. Alors, on comprend pas qu'on ne soit pas capable au Québec, avec 92% du territoire du Québec qui est composé de terres publiques, qu'on ne soit pas capable de trouver 70 terrains sur lesquels on pourrait accommoder la grande demande auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Vous avez parlé de 20 000 inscriptions à peu près par année pour gagner ces terrains-là. Et quand on dit gagner, ce qu'on gagne, d'accord, on gagne un terrain, mais on gagne un méchant paquet de travail, le pouvoir d'investir sur un terrain, parce que ça crée des retombées économiques importantes. Oui, bien, parce que pour gagner un terrain au tirage au sort, il faut d'abord s'inscrire, ce qui coûte 35 $ et 64. Après ça, si on est gagnant d'un terrain vierge, il y a 147 $ pour le dépôt d'une demande de location, plus 446 $ pour les frais considérant la délivrance d'un bail, plus 1034 $ de frais pour les travaux de mise en valeur. Là, je ne sais pas quels travaux. Puis, dans certains cas, le loyer s'applique dès la première année. Donc, c'est pas donné non plus, mais il y a quand même une grande demande. Mais c'est pas parce qu'il manque de place en forêt qu'on arrête cette année d'accorder des espaces, là. Écoutez, ce qui nous frustre un peu, c'est l'ensemble des raisons qui ont été données, là. C'est sûr que nous, on va probablement demander une réunion avec le ministère pour avoir des précisions sur ces raisons-là. Nous, on a vu passer les nouvelles réglementations, on a vu passer cette année les nouvelles lignes directrices sur la mise en valeur du territoire, on a vu passer les nouvelles directives sur les abris sommaires, on a participé aux tables régionales sur l'avenir de la forêt, les fameuses TRAF de l'année, et il n'y avait rien qui pouvait nous faire prévoir que il y avait un problème dans l'adjudication de terrain au sort, du moins de la quantité qu'on donne par année, qui n'est pas une quantité qui est vraiment énorme, et plus. Dans les plans de développement du ministère des années 22-26, il était déjà prévu donner un certain nombre de terrains parce que il avait été identifié comme de quoi il y avait un besoin là-dedans. Écoutez, il y a un besoin qui est criant et puis il y a pas on voit pas le danger. On sait pas s'il n'y a pas un éléphant quelque part dans la pièce. Où sont les plans vraiment? Quelles sont les vraies problématiques là-dedans? Mais dans toutes les avenues, dans tous les défis des TNO, présentement, il y en a plusieurs, des défis sur les TNO, là, on pourrait en nommer tout à l'heure. Dans tous les défis qu'il y a sur les TNO, je pense pas que le fait de donner 75 terrains par année crée vraiment une vraie problématique. Les villégiateurs sont pas des prédateurs sur le terrain. Au contraire, ils participent au développement régional. Et Dieu sait que donner 100 terrains à 100 familles qui veulent faire de la villégiature, c'est simplement aider des personnes à vivre, à avoir une meilleure qualité de vie, à bouger, à faire de l'éducation physique
Et même les médecins reconnaissent la qualité et l'avantage, même sur le plan psychologique, que peut avoir le fait de profiter de la forêt. Si c'est vrai pour les Autochtones, c'est vrai aussi pour les Québécois qui ont une longue histoire d'occupation de la forêt. Vous savez, les camps, on se les donne, comme je disais souvent, on se les donne de génération en génération, nous autres aussi, pour en profiter, pour en ressentir du bien-être. Ouais. Quand le ministère dit qu'il veut consacrer ses énergies à réaliser des plans régionaux de développement, il me semble que ça, c'est une phrase qu'on entend régulièrement, à chaque année. Ça veut dire quoi, des plans régionaux de développement? C'est pas plutôt parce que le ministère veut protéger des territoires pour favoriser le développement éolien? En fait, vous savez, il y a plusieurs projets sur le territoire. Il y a des projets éoliens. Il y a des projets d'air protégé. L'industrie forestière a ses propres projets. Les Autochtones, présentement, sont dans une période d'établissement. Beaucoup sur le territoire forestier. Mais tout simplement que nous, on veut simplement être partenaires dans tout ça. Alors, c'est simple. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et vous savez, le rôle du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, c'est de faire de l'accommodation ou de l'harmonisation selon le règlement sur l'aménagement durable des forêts. Son rôle, c'est d'inviter les partenaires à faire de l'harmonisation. Quand le ministère nous dit il faut attendre après les PRDTP, les PRDTP, c'est un processus qui est régional un peu. On est assez d'accord là-dessus, mais je pense pas que présentement, il y ait des partenaires, du moins, j'aimerais ça qu'ils s'affichent, ces partenaires-là, qui, en travaillant sur les PRDTP des régions, les plans régionaux de développement du territoire des régions, se sont plaints de la présence de villégiateurs. Écoutez, les MRC, seulement dans le tirage au sort, la somme des cotisations pour participer au tirage au sort au Québec, c'est à peu près 600 000 $. Déjà, c'est entre 5 et 600 000 $ que perdent les MRC. Et tout ça, c'est pour des services qu'eux autres mêmes pourraient donner sur le territoire pour corriger des chemins, corriger des ponts, et ainsi de suite, et permettre l'accès. Il faut permettre, je pense, aux gens des régions d'accéder à leur forêt parce que c'est un des outils de développement. Si on enlève la forêt, par exemple, aux gens de Fermont, aux gens de la Côte-Nord, aux gens de l'Abitibi, comme potentiel de développement des villages en périphérie, on leur enlève un outil important de développement. C'est ça qui est un peu frustrant. Il y a un problème de développement régional autour de ça aussi. Ouais, pour votre information, la MRC de Damétis, elle vient d'écarter un projet d'air protégé sur le lac Bas-Saint-Laurent sous prétexte de protéger les orignaux qu'elle juge en bonne santé. Mais je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait de biologistes autour de la table des MRC. Puis, d'après moi, j'ai toujours dit, les maires n'ont pas les compétences pour diagnostiquer l'état de santé d'un cheptel, peu importe l'espèce. Mais la même MRC s'objecte pour protéger, dit-elle, les activités forestières et les potentiels éoliens qui auraient pu être freinés avec le statut d'air protégé. Donc, ça veut dire que sûrement la demande du gouvernement, les MRC, même si ça relève de leurs compétences, que je m'en doute, là, ils refusent d'aller plus loin dans le processus des tirages au sort pour la villégiature, pour justement des projets éoliens qui risquent de venir porter ombrage aux forêts phoniques, au territoire phonique. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des projets éoliens que je dirais pharaoniques, immenses au Québec, assez impressionnants. Moi, dans ma région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aurait, semble-t-il, un projet de 9 milliards dans le coin de Notre-Dame-de-la-Dorée. Je considère qu'effectivement, les MRC et surtout pas les municipalités ont toutes les compétences pour analyser les projets éoliens, n'ont pas la compétence pour analyser non plus les projets d'air protégé. Moi, je suis d'accord que le ministère de l'Environnement doit être consulté là-dessus. Ça va de soi, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, et faire les analyses avec leurs spécialistes. Mais en dernier égard, avant d'accepter tous ces projets-là, il va y avoir un retour, je pense, en région, parce que les régions ont aussi leurs projets de développement récréotouristique, par exemple. Par exemple, les ZEC, vous voyez, ils ont des projets c'est assez spécial, ils ont des projets de camping dans les ZEC. Et vous voyez, nous, je reviens à nos villégiateurs, on se sent un peu discriminés là-dedans parce que on a mis un moratoire strictement sur les baux de villégiature. On n'a pas empêché tous les autres partenaires de la forêt, privés, publics, industriels et ainsi de suite, à continuer à prôner leurs projets, à développer leurs projets, pendant qu'on a mis des bâtons dans les roues strictement au tirage au sort. Un peu frustrant, on se sent un peu discriminé. Oui, mais je vous dirais que les ZEC au Québec les territoires sont même convoités par des associations de motoneigistes qui veulent avoir accès au territoire durant l'hiver,
parce que c'est accessible, c'est proche des municipalités, c'est gratuit l'accès au territoire sur les ZEC durant l'hiver. Il n'y a pas d'activité. Alors donc, il n'y a pas d'activité de prélèvement. Donc, les ZEC ont aussi leurs problèmes avec l'occupation du territoire, mais il me semble qu'on a toujours dit que le RLTP, l'organisme que vous présidez, était le seul reconnu par le ministère des Ressources naturelles pour représenter les villégiateurs locataires de terres publiques au Québec. Puis là, est-ce que vous avez été consulté? D'après moi, non, vous n'avez pas été du tout. Non? Bon, alors c'est un peu frustrant là-dessus. Je pense que le gouvernement a décidé de passer par les MRC délégataires. Les MRC délégataires ont reçu une note administrative qu'on a obtenue. C'est un petit peu frustrant là-dessus que présentement, on n'a pas de contact officiel avec le ministère. On a contacté le ministère, on a dit que, bon, étape par étape, il y a un processus de communication avec les différents partenaires de la forêt. Mais nous autres, on s'y prend tôt un peu parce qu'étant donné qu'on a l'information, on envoie déjà le message qu'on est un peu frustré par cette position-là. Et quand vous m'avez fait référence tantôt aux motoneigistes, différents autres partenaires, nous, ce qu'on demande, c'est d'être présent en forêt comme villégiateur. La deuxième étape, par exemple, c'est de se dire, une fois que quelqu'un est présent en forêt, qu'est-ce qu'on lui permet de faire? Est-ce qu'on lui permet de pêcher à volonté, de chasser à volonté, de faire de la motoneige à volonté, de grimper les montagnes, n'importe quelle montagne, à n'importe quand à volonté? Ça, c'est une deuxième étape. Et là-dessus, c'est pas le RLTP qui agit. Nous, on dit, c'est important que les gens accèdent à la forêt. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire après en forêt? Ça, c'est important que le ministère aussi mette certaines réglementations à certains égards. Parce qu'il y a une volonté des Québécois de s'en aller en forêt, mais il va falloir le dire sur quelles contraintes. On n'est pas en accord de bulldozer tout ce qu'il y a de règlement, de comportement en forêt pour le moment et de donner n'importe quelle permission à n'importe qui. S'établir, c'est une chose. Une fois établi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Il y a des limites à la pêche, il y a des limites à la chasse, il y a des limites à la promenade en motoneige, surtout avec le genre d'outils qu'on a pour se promener présentement. Alors, comment se fait-il qu'en territoire privé, on peut se développer comme on veut? La municipalité, elle peut se développer un peu comme elle veut. Et comment se fait-il qu'en territoire public, 90% du territoire du Québec nous est fermé, là, avec cette politique-là, là? Absolument. Mais là, on le sait, pour 2025, normalement, il n'y aurait pas de tirage, mais est-ce qu'on a des garanties ou est-ce que vous allez chercher des garanties pour que ça revienne en 2026? Bon, sûr et certain, c'est sûr que le moratoire, pour le moment, il n'y a pas un délai qui est mentionné. On parle de 2025. Mais on nous dit, par exemple, il y a une phrase là qui est un peu ambivalente, qui nous dit que le MRNF poursuit l'arrimage entre le développement de la villégiature et les travaux concernant le régime forestier. Nous aussi, on l'attend, le régime forestier. Écoute, on a participé, on a déposé un mémoire, nous, sur le nouveau régime forestier. On a déposé des mémoires sur la protection du caribou. On n'a même pas parlé de caribou, là. Mm-hmm. On a donné notre opinion sur les aires protégées aussi, et ainsi de suite. Alors, on espère bien que les choses vont finir par débloquer après tout ce travail-là qui a été fait. On espère que ça ne sera pas à long terme. Mais disons, de la façon que c'est formulé sur la directive présentement, ça nous inquiète à plus long terme. Oui, puis il me semble que ça s'en vient. On a de l'incertitude. Si on prouve qu'on est capable de le faire une année, on pourrait bien le faire d'autres années. Ouais. Et on le répète, pourquoi? Qu'est-ce qu'on règle comme problème? C'est ça le problème. Qui demande ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on règle comme problème? Et pourquoi spécifiquement s'attarder sur les 75 terrains ou à peu près là, qu'on fait tirer par année, qui va à l'encontre des politiques que le ministère lui-même avait prises là, il y a quelques années sur l'attribution de terrain au sort. C'est rendu incroyable. Mais là, le temps presse. Dites-moi, M. Fortin, on est aussi dans une année, je pense, d'augmentation des baux annuels de location parce qu'il y a eu, je pense, l'évaluation des terrains ou des chalets a eu lieu l'an passé pour l'application pour 2025. Les factures ne sont pas rentrées encore, mais on s'en va vers ça, là, normalement. Oui, on s'en va vers ça. On est en processus de réévaluation des fameuses cotes 100 qui visent à fixer le tarif du bail. On ne parle pas des taxes, mais des tarifs du bail. Et ces nouveaux tarifs-là des baux de villégiature vont être fixés le 1er janvier 2025. C'est sûr qu'on s'attend à des augmentations là-dessus. Il faut bien s'entendre, par exemple, les nouveaux tarifs pour ce qui est des baux vont s'appliquer au moment où il y aura de la vente. Les gens qui sont déjà propriétaires d'un chalet vont avoir un certain droit acquis et un certain maximum d'augmentation. Mais c'est au moment de la vente que des nouvelles valeurs vont s'appliquer.
Nous, on avait demandé que ces nouvelles valeurs-là ne s'appliquent pas dans le cas de la vente à l'intérieur de la même famille. Mettons, si tu vends au conjoint ou si tu vends aux enfants, on disait qu'on pouvait céder notre chalet au lieu de vendre, au lieu de le transférer. On n'a pas réussi à obtenir ça. Alors, le ministère est donc en processus. C'est un processus qui est long aussi. Ça se fait tous les 5 ans, ce processus de réévaluation-là. Ouais. Et je dis bien qu'on ne parle pas des taxes. Les taxes, eux autres, c'est un processus qui se fait tous les 3 ans par les MRC. Ouais, c'est pas tout au même moment pour chacune des MRC. C'est à des moments différents. Mais les détenteurs de baux de location d'un terrain en forêt doivent s'attendre à quelle augmentation pour 2025? Écoutez, aucune idée, mais nous, ce qu'on a déposé comme demande, entre autres, il y avait des sérieux problèmes d'iniquité dans les baux. Il y avait des effets de bordure qu'on appelle, vous savez, la façon de fixer les baux de villégiature ne respectait pas les limites des MRC, mais les fameuses limites de certains pôles d'attraction qu'on appelait. Et dans la même MRC, le même genre de chalet à quelques kilomètres de distance, même type de chalet, même type d'éloignement du lac, qui est un critère aussi. Là, il faut y avoir des différences importantes au niveau du coût du bail. Le ministère nous dit qu'ils sont en étude là-dessus. Ça se produit surtout dans les très grands pôles d'attraction, là, comme par exemple à Chibougamau, Sept-Îles et ainsi de suite. Il y a donc une révision du système assez complexe puis qui a amené certaines inéquités. Le gouvernement le reconnaît. C'était la première fois qu'on appliquait ce système-là il y a 5 ans. Okay. Alors, on attend. On va avoir des réunions avec le ministère là-dessus. On ne peut pas vous dire, par exemple, quel pourcentage il peut arriver là-dessus. Ça va dépendre un peu d'un territoire à l'autre. Mais l'indice des prix à consommation est d'environ 2 % actuellement au moment où je vous parle. Mais là, en terminant, vous tenez vos assemblées générales annuelles bientôt. Vous avez, je pense, 2 modes d'assemblée, présentielle puis virtuelle. Ça, c'est nouveau. Oui, un peu. Écoutez, étant donné l'éloignement de nos villégiateurs, la dispersion sur tout le territoire, on commence à sensibiliser nos villégiateurs au mode numérique. On va tenir une 12aine d'assemblées dans tout le Québec au cours du mois de février et du mois de mars. Il suffit de se présenter sur le site web du RLTP. Alors, tapez les lettres RLTP simplement sur Google et vous allez accéder au site web et vous allez voir toute la panoplie d'assemblées qu'on offre dans différentes villes du Québec. Ouais. Alors, on a nos villégiateurs. Présentez-vous, venez discuter avec nous. Ça vous coûte absolument rien. Puis encore une fois, écoutez, devenir membre du RLTP, là, c'est 2 piastres par mois. Alors, 2 $ par mois pour avoir des services, pour faire défendre nos intérêts au Québec de villégiateurs. Vous voyez comment est-ce que nos intérêts peuvent être remis en question facilement. Là, on le constate sur ce sujet-là. Alors, ça coûterait rien pour des gens qui veulent investir dans le domaine de la forêt puis qui croient, là, au bienfait de toute cette villégiature-là. Oui, ce sera le temps que les 42 000 locataires d'un terrain en forêt s'impliquent, parce qu'il y en a seulement près de 4 000 qui sont membres du RLTP, donc vous pourriez avoir une force encore plus grande si tous les propriétaires de chalets en forêt ou d'un terrain adhéraient au regroupement. Alors, Arthur Fortin, président du RLTP, je vous remercie beaucoup, puis on va continuer à suivre ça, bien sûr. On va assurément se reparler quand on va recevoir les factures des baux de location qui arrivent normalement au mois de mars-avril. Je vous remercie. Puis je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC,
c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier. Mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Un ancien président américain disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Mais moi, j'adapte l'adage à un producteur de grondines dans la région de Portneuf, sur la rive nord du Saint-Laurent. Ne demandez pas au ministère de la Faune ce qu'il peut faire pour votre forêt. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la vôtre. Alors, Sylvain Duval, vous êtes membre du regroupement des propriétaires de marais de Grondines. Vous êtes soucieux de la protection de la faune en général. Vous avez conçu un projet visant à donner un meilleur habitat aux dindons sauvages, comme à toutes les autres espèces fauniques. Mais là, même la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs qualifie votre projet de meilleur habitat pour le dindon sauvage. La revue Forêt de chez nous parle d'un projet faunique spectaculaire. Et tout ça, ça a commencé avec les hautes marées au printemps qui inondaient la moitié de votre forêt et qui, en se retirant, laissaient des poissons emprisonnés sur vos terres. C'est à peu près ça? C'est ça. Là, on a décidé de faire, de relier toutes ces fosses qui étaient pas... qui se perdaient, là, en fin de compte, quand l'eau sortirait puis que les milliers de poissons mourraient, là, les menées, tout ça, là, on a décidé de faire des étangs de différentes grandeurs, grosseurs, qu'on a tous interreliés ensemble, en partant du fleuve Saint-Laurent à monter jusqu'à la route 138. Et à partir de la route 138, ben là, pour le haut, ben on a réuni les fossés des champs, puis les sources d'eau. C'est pas mal sourceux ici, là. Beaucoup de sources. Et puis, je vais relier les sources majeures. Puis à partir de là, ben ça coule à l'année, là, même dans les gros temps de sécheresse. C'est que ça permet là, à bien des étangs de se tenir à flot là, durant l'été. Oui, puis en même temps, ça sert aussi d'abreuvoir naturel pour les différentes espèces. Justement, le poisson... la sauvagine, belle reproduction de sauvagine maintenant. Oui. Ensuite, les butards, les hérons, panoplie de canards. On a des visons. J'ai même eu une année 6 loutres qui se promenaient d'étang en étang. Ils ont fait une rosia là-dedans. J'imagine. En tout cas, puis des castors, bien entendu, là, ça profite à toute la faune. Oui, puis à un moment donné, vous avez remarqué qu'il y avait moins de dindons, il était moins, les signes de sa présence étaient moins là aussi, donc c'est là que vous avez décidé de faire quelque chose. C'est pas en tant que tel qu'il y en avait moins, c'est juste parce que on était au début, quand ils ont implanté le dindon. Sauf que moi, je trouvais que de qu'est-ce que j'avais lu, puis de qu'est-ce que je constatais, ici et là, je me suis dit, si on crée un milieu, d'abord, ça prend un habitat, où est-ce qu'ils peuvent se percher la nuit là pour dormir, et puis à l'abri des grands vents, des grands froids.
Ça que ça prend toujours un peu de conifères, ces choses-là. Et puis un milieu pour la nourriture. Ça fait que c'est ça qu'on a planté là des milliers d'arbres comme des chênes à gros fruits, chênes rouges, noyers noirs, les arbres fruitiers. On a planté des pommiers, des cerisiers, des poiriers, pruniers, des arbres rustiques, là. Oui. Et puis pépinat, etc. là. Oui, mais j'ai lu, moi, en faisant mes recherches, que vous aviez planté 16 000 arbres sur les terres du regroupement des propriétaires du marais de Grondines. C'est quoi ce regroupement-là? Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'on a planté du conifère pour justement pouvoir donner un couvert vert durant l'hiver, là, pour pouvoir protéger l'ensemble de la faune qui pourrait en bénéficier, plus des arbres nobles, là, des arbustes pour la nourriture. Et puis le problème qu'on a rencontré, c'est qu'en plantant des exemples là, de l'érable, des petits chênes, des petits cèdres, des affaires-là, les tondeuses à gazon de la forêt, qu'on appelle nos chers chevreuils, et compagnie, même les lièvres, ces affaires-là, ça gruvait pas mal là, ces arbustes-là, puis en fin de compte, on en a perdu là, des milliers. On a planté plus que 16 000 arbres. Sur 30 ans, je pense qu'on doit être en haut de 30 000. On a perdu 80% des arbres. Ah oui. Quand j'ai vu ça, moi, là, j'ai dit, là, on va passer à une autre stratégie. On a planté, je suis allé rechercher des noyers noirs puis des chênes qu'on a plantés en plantation à côté de nos maisons, pas loin de la 138. Puis à partir de là, on les a laissés pousser. Puis là, ces années-ci, au fur et à mesure qu'on grandit là, de 7, 8, 10 pieds, on les prend avec une petite pelle mécanique, on les arrache, on met ça dans un trailer, puis on va les replanter dans le champ, là, ici et là, aléatoire, pour justement leur faire une forêt. Là. Et puis les arbres fruitiers, bien entendu, ceux-là, là, même s'ils sont hauts, ça sert de nourriture pas mal. Les autres, les chevreuils, c'est du bonbon. C'est que là, il faut en ce moment les entourer avec des protections là, ça doit avoir ça 5 pieds de haut, 5-6 pieds de haut. Ces genres de plastique-là. Là. Et puis là, on fait pousser les arbres à travers ça pour les protéger contre les chevreuils. Mais ce qui est intéressant dans tout ce projet-là, c'est que vous avez eu quand même une aide financière qui peut sûrement pas couvrir toutes les dépenses de la Fondation Héritage Faune, qui est la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Puis c'est ça que je disais d'entrée de jeu, c'est que eux, ils trouvent que votre projet est vraiment... Là, ce que vous avez créé, c'est le meilleur habitat pour le dindon sauvage. Puis là, on sent depuis quelques années de plus en plus que les dindons migrent vers l'est du Québec. Déjà dans la zone 2 Bas-Saint-Laurent, depuis l'an dernier, la chasse du dindon est permise. On en voit en Gaspésie. On voit même des dindons du côté du lac Saint-Jean. Donc, la migration se fait pas mal partout. Des gens qui voudraient convertir leur forêt et la rendre vraiment propice pour lui présenter un habitat favorable aux dindons. Ça, c'est possible, c'est permis de le faire. Puis là, il faudrait peut-être commencer rapidement, j'imagine. En tant que tel, vous savez, il y a Héritage Faune, il y a aussi la Fondation de la Faune. Parce que nous autres, notre projet au début a décollé par la Fondation de la Faune pour l'histoire du poisson. Là. Oui. Mais par la suite, là, je sais que là, ils ont mis des nouveaux projets là, que le monde peut appliquer. Oui. La seule affaire, c'est comme on dit, attelez-vous, parce que c'est compliqué, là. Ça faut avoir du support d'organismes, là. Je ne sais pas, comme nous autres, on a fait affaire bien gros avec la CAPSA, les bassins versants là, de Saint-Raymond, et qui nous ont donné un bon coup de pouce là, pour émettre là, les rapports de pêche, puis les demandes financières, puis tout ça. Puis parce que, tu sais, la Fondation de la Faune, leur problème, c'est que c'est bien technique, là. Et après quasiment un cours universitaire, ça prend un cours universitaire pour remplir leurs demandes. Ouais. Et puis, tu sais, là, il était à 22 pages, là, ils ont mis ça à 19 pages. Mais c'est trop lourd. Moi, je veux plus passer par ça. Faut qu'il y ait un autre moyen là, pour faire ça. Puis, la CAPSA voulait plus remplir ça, eux autres non plus. Ouais. Ça fait que là, on a retourné pas mal là, avec Héritage Faune qu'eux autres, c'est 2 pages. Ça fait que c'est beaucoup plus facile. Et pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça. Et puis
l'argent, ben, c'est un maximum de 5 000 là, par projet. Là. C'est que nous autres, par année, on demande 10 000. Puis ça permet de payer l'appel mécanique, le gaz, les assurances, puis tout le reste, c'est du bénévolat. Là. C'est pour ça que nous autres, on opère là gratuitement. Ben, c'est moi qui opère l'appel mécanique. Là. Et puis je paye avec un peu de l'argent qu'on a là, une personne là attitrée pour faire le helper là, quand j'ai pas l'aide des membres, là, tout ça. Là. Mais grosso modo, avec l'argent qu'on a, je peux vous dire qu'on fait de l'ouvrage pas à peu près. Là, il y a rien pour arriver là pour nous battre. Là. Mais au niveau de rapport qualité-prix, là, je veux dire, on en fait des aménagements, beaucoup d'étangs. On est rendu à une centaine d'étangs là, de fait, là, de différentes grosseurs, là, répartis là, sur le territoire des membres. Là. Puis, notre concept, nous autres, c'est agri-forestier faune. Production de bois, tout ça, puis l'autre, en même temps, ben, tout cet ensemble-là pour la faune. Puis, ça fonctionne, hein? Ben, j'imagine. Vraiment, là, bien content. Mais dites-moi, vous-même, vous avez investi plusieurs milliers de dollars dans le projet de vos poches personnelles. Oui, c'est sûr qu'au début, on a mis de l'argent de nos poches. Là, ça, c'est bien entendu quand on a décollé ça, là, en 1995 à peu près. Puis en l'an 2000, là, ça a déclenché. Puis on avait réussi à avoir un demi-million du programme des compensations. C'est que là, on était en Cadillac. On était backés par une dizaine d'organismes majeurs. Comme Habitat Faunique Canada, Pêche et Océan, on avait Fondation de la Faune, CAPSA, Héritage Faune, CJB Environnement, en tout cas, là, j'en oublie, là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que notre cher ministère de l'Environnement, ben, on était bloqués par eux autres. Eux autres, ils ont décidé que fallait rien faire, rien toucher. La nature allait se refaire par elle-même. Je suis bien d'accord avec ça, moi. Mais plus d'humains sur la Terre, puis une couple de siècles pour laisser les choses se rétablir. Ça fait que après de là, ben là, on était en contestation. Mais un coup qu'on pris leur décision, ça devient une mission impossible. C'est un ministère qui est vraiment là, comme on dit, là, qui fonctionne avec des oreillères. Là, quand on prend la décision, ça va de l'avant, puis ça reste là. Je vais essayer d'avoir des rendez-vous avec au bureau du ministre Benoît Charette, puis c'est mission impossible. Puis je suis pas tout seul, là, je veux dire, qu'est-ce que j'ai pu jaser dans l'entourage, tout ça, ça fonctionne vraiment pas avec ce ministère-là, là. C'est un handicap majeur. C'est qu'on avait travaillé 3 ans avec la CAPSA pour monter le dossier. 3 ans de travaux, là, vous pouvez pas vous imaginer l'ouvrage qu'on a fait. Et puis, tout à coup, 2 personnes qui viennent, qui arrivent, qui prennent des décisions, 2 fonctionnaires du Bureau de Québec au ministère de l'Environnement, puis ils ont tout bloqué. Moi, j'en reviens pas encore, là. Ça fait 10 ans de ça, puis on se bat encore, on se débat encore, là, pour justement, là, essayer d'aller de l'avant. C'est pas si simple que ça, là. Non, mais c'est un ministère. C'est même là, que ça nous porte au découragement. Ouais, c'est un ministère qui est reconnu. J'arrive pas à comprendre, là. Monsieur Charette, là, je comprends que c'est ingrat politique, l'affaire-là, mais il a fait son temps, puis ça nous prendrait un nouveau ministre avec un nouvel entourage autour de lui, qu'ils ont vraiment à cœur là l'aménagement de la faune. Il faut pas rien que là mettre de l'argent pour acheter des terres privées, ces affaires-là. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est bien plus, moi je trouve important de prendre cet argent-là pour faire des aménagements que d'acheter des terres, puis après, tu n'as plus d'argent pour faire des aménagements. Je sais pas si vous me suivez. Ah oui, absolument. Mais je vais vous dire aussi que, par expérience, tous les chroniqueurs de chasse et pêche au Québec le disent, le ministère ne consulte pas, et lorsqu'il rend une décision, c'est sans consultation, et il va faire sondage par-dessus sondage, les gens répondent au sondage, puis les décisions qui se prennent, je pense entre autres à la restriction de la taille légale des bois sur le chevreuil, là. Puis quand ils prennent des décisions, c'est sans consultation. Ils rendent leur décision, puis après ça, c'est pour des années. Là, on attend le prochain plan de gestion de l'Orignal. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec, mais à partir de 2026, ça va être un nouveau plan de gestion pour l'Orignal. On n'a pas de nouvelles. On ne sait pas vers quoi le ministère s'en va. On ne sait pas s'il va adopter pour plusieurs territoires fauniques la chasse de la femelle avec permis spécial de tirage au sort. C'est ce que réclament beaucoup de gestionnaires fauniques, mais là, on ne sait pas, on ne sait rien. Mais on va connaître tout ça lorsque ce sera décidé par le
ministère et non pas le ministre lui-même, parce que le ministre ne se compromet jamais trop sur la faune. Quand il l'a fait la dernière fois, c'était sur le caribou, puis il s'est fait ramasser. Alors, pour l'instant, il reste tranquille. Alors donc, Sylvain Duval, l'homme qui plantait des arbres pour les dindons et les autres espèces phoniques, d'abord, je vous félicite pour toutes les réalisations que vous faites pour la faune halieutique puis synégétique, puis en souhaitant aussi que vous inciterez, par votre exemple, d'autres chasseurs, pêcheurs à faire comme vous, puis à profiter de bourses de l'héritage faune et de la Fondation de la faune pour aussi aménager une forêt, un habitat pour le dindon et toutes les autres espèces phoniques. Je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup à vous tous, puis en tout cas, bonne chasse aux dindons ce printemps. Salut, merci. Bye. Bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources phoniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires phoniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay, propriétaire de la Pauvrue Le Chasseur. Salut Simon. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui. Simon, tous les chasseurs d'orignaux à la carabine se demandent tout le temps, est-ce que j'achète un boulet de 150 grains ou 180 grains ma carabine? Plusieurs chasseurs se posent cette question-là selon ton expérience. Ouais. Malheureusement, je ne vais pas répondre à ta question. C'est complexe. C'est bien trop complexe. Puis 180, 150 grains, ça dépend du calibre, ça dépend de quoi qu'on tire, ça dépend. T'es dans le 2,70. Écoute, moi je pense que. Moi je travaille comme ça. C'est-à-dire que là, c'est parce que répondre à ta question, si tu me dis j'ai une 308, qu'est-ce que je prends? Là, je vais te dire quel boulet tu utilises. Ah, donc tel type d'expansion, tel bébé, là, moi,
Bon, là, on ne répondra pas à cette question-là. Il va falloir le faire pour toutes les ans. Moi, ce que je fais, là, les chartes balistiques, là, on retrouve ça dans toutes les compagnies. Munitions, fédérales, il y a un bon site là-dessus, le fun, pas mal tout le monde a ça. Mais où est-ce que tu es capable de voir, prenons une 308, tel type de boulet. Moi, j'aime bien prendre un Norma-Rix, admettons. Ouais. Un Norma-Rix avec 150 grains. Okay. Qu'est-ce que je fais comme chasse, moi? Moi, là, du tir au-dessus de 1000 pieds, là, je fais pas ça. Okay. Ça m'arrive pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il performe. Moi, là, la majorité des orignaux que je l'ai fait tuer, là, en dedans de 100 pieds, des 5 mètres, des 10 mètres, des 12 mètres, j'en ai pas mal. Fait que j'ai besoin d'un boulet qui va bien travailler à cette distance-là. La question, moi, je pense qu'il faut se poser, c'est que quand tu regardes ta chasse balistique, tu as la masse, tu as la vitesse, mais tu as la force de frappe. Pied-livre énergie. Pied-livre énergie. Hein? Pied-livre énergie, ce qui est important quand on va à l'orignal, c'est minimalement, il faut avoir 1500 pieds-livre énergie. Ces pieds-livre énergie-là vont changer à 50 pieds, à 100 verges. Ton 1500, c'est à l'entrée dans l'animal. Quand il va toucher. Quand il va toucher l'animal. Fait que moi, là, comme je tire jamais au-dessus de 1000 pieds, 1000 pieds, moi, pour moi, c'est loin. Moi, je suis un amateur de long shot. Fait que 1000 pieds, mais ça pourrait arriver. Hein, ça pourrait arriver, oui. Un boc en fin de chasse à 750 pieds, 800 pieds, c'est un peu qu'on tire. Ouais. Bon, mais est-ce qu'à cette distance-là, il va me rester 1500 pieds-livre énergie? Écoute, t'as des carabines, là, des 300 Ultramag, tout ça, ça en a 4500 pieds-livre énergie, là, tu sais. Ouais. Puis, selon moi, c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Selon moi, ça se transfère en dommages de viande que moi, j'ai pas besoin. C'est ça. Mais bon, important, c'est pas être en bas de 1000 pieds-livre énergie, tu sais. Tu vas prendre une 270, 1500 pieds-livre énergie. Ouais. Tu vas prendre une 270, que moi, je trouve un excellent calibre pour la chasse à l'orignal, ce que pas tout le monde dit, mais moi, je trouve que c'est un excellent calibre. OK. Quand tu as le bon boulet, un Corlock Ultra, je pense qu'ils le font en 140 grains, ils le font en 130 grains. Ah, regarde bien, là, une 270 rendue à 1500 pieds, 1300 pieds, c'est en bas de 1500 pieds-livre énergie. Tu n'as pas assez. Ben là, si c'est ça que tu comptes faire du long shot de même, là, c'est un autre calibre, ça prend. C'est ça. Mais comment de fois que ça arrive? Ouais, exactement. Puis dans quelle situation tu tires ça? Surtout au Québec, la majorité des gibiers, là, je ne sais pas le pourcentage, mais la majorité des gibiers sont tirés en dedans de 300 pieds. Ben, le 150 et le 180, c'est selon le calibre que tu utilises, c'est talon. Moi, là, je suis un amateur de petit calibre. Hein? J'exagère jusqu'à chasser à la 243 à l'orignal, mais j'utilise du Barn TSX 95 grains. Ben, en dedans de 1000 pieds, en dedans de 700 pieds, j'ai mon 1500 pieds-livre énergie. OK. Tu dis une 243 pour l'orignal, voyons donc, attention. C'est sûr que tu arrives avec une 243 avec un 55 grains, puis tu vas tirer ça en haut de 500 pieds, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, si on peut tuer un orignal avec un arc, on doit être capable de tuer un orignal avec une 243 si tu travailles bien. Tu travailles bien. Hein, ça prend des shots, ça prend surtout le bon boulet. C'est quoi la réponse? Moi, j'aime mieux tirer avec une 308. Moi, je tire du Barn T6 comme boulet. Ouais. Moi, je tire du 150 grains. C'est plus soft dans l'épaule. Ma balistique est meilleure. Mon gros pic est meilleur avec du 150 grains. Puis j'ai en masse mon 1500 pieds-livre énergie en dedans de 1000 pieds. Ouais. Ça fait que, pour moi, la réponse, j'aime mieux tirer un 150 grains. Moi, moins ça me varge dans l'épaule, moins que ça cogne ici, moins t'as de risque plus précis je suis. Plus précis que t'es. Fait que, moi, j'ai ajusté les jambes de tout le monde quand ils viennent au chantier. Moi, tirer de la 300, j'aime pas ça beaucoup. Puis je trouve que je suis capable. Là, écoute, je suis habitué d'ajuster les armes, mais j'ai pas de bon feeling à tirer ça. Okay. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens que quand ça tire, tu sais. Ouais. Pourquoi? Parce que ça cogne fort ici. Puis, bon, je dis pas que c'est pas une bonne arme, je dis pas que vous n'avez pas le bon choix d'arme dans une 300, mais je trouve ça tellement plus agréable de tirer un calibre qui repousse moins que je vais chercher mon 1500 pieds-livre énergie, puis c'est avec ça que je travaille. Après ça, on l'a dit dans une autre capsule, là, on chasse pas avec du soft point, on chasse avec un boulet à expansion contrôlée qui va faire un bon travail. Merci Simon de tes trucs. Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Et c'est ainsi que j'ai vu et préparé pour vous ce premier rendez-vous nature de février 2025. N'oubliez pas de surveiller les marmottes Fred, Junior, Phil et Sam qui, le jour de la chaleur, ce dimanche 2 février, vont prédire si l'hiver que l'on connaît prendra bientôt fin ou durera encore plusieurs semaines. On parle de moins de 6 semaines. Si la marmotte sort de son terrier parce que c'est trop nuageux, bien l'hiver nous quittera bientôt et cédera sa place au printemps. Mais si Fred, Phil et Sam voient leur ombre, l'hiver se prolongera encore pendant 6 autres semaines. Et je souhaite aussi bonne chance et bonne pêche à tous les amateurs de pêche blanche qui, un peu partout à travers la province, ça donne à leur passe-temps préféré, surtout que là, avec les fois qu'on a connus, les pêcheurs de la glace ont augmenté et devraient donc donner lieu à de belles prises. Ici Ernie Wells qui vous remercie de votre écoute. On peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca, Rimouski et sur Balado Québec. Faites attention à vous et à vos proches et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous nature, je l'espère. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Rendez-vous Nature, une émission produite par Média Miroli, Inc.